Bonsoir, communauté. C'est un véritable plaisir d'être à nouveau avec vous pour vous apporter les histoires les plus macabres et terrifiantes qui nous parviennent chaque semaine. Si vous souhaitez envoyer votre histoire, notre adresse email est dans la description de la vidéo. Nous remercions chaque personne qui continue de partager ces histoires avec nous. Maintenant, je vous invite à éteindre la lumière et à mettre vos écouteurs si vous le pouvez. Le plus important est que vous vous laissiez emporter par les histoires à venir. Un homme de 24 ans vit paisiblement dans un appartement douillet situé dans un quartier calme, où il a trouvé indépendance et confort depuis qu'il s'y est installé à l'âge de 22 ans. Avec son fidèle chien à ses côtés, il profite d'une routine tranquille, soutenu par un emploi stable et entouré d'un environnement soigneusement décoré qui reflète sa personnalité sereine. Malgré cette sérénité, il y a une tension invisible dans l'air, comme si l'appartement abritait un secret encore non révélé. Une nuit qui commence comme toutes les autres, le jeune homme se détend dans son refuge, ignorant que la paix de sa vie est sur le point d'être bouleversée, révélant un côté sombre et inattendu de sa maison. La nuit tombe, et la pluie commence à tomber doucement contre les fenêtres, intensifiant le sentiment de confort à l'intérieur de l'appartement. Le jeune homme, profitant de son jour de congé, s'adonne au simple plaisir d'être chez lui. Il s'installe sur le canapé, ressentant la chaleur qui émane des alentours, tandis que le bruit de la pluie à l'extérieur semble presque hypnotique, invitant à la tranquillité. À l'intérieur, tout est en parfait ordre, la lumière douce d'une lampe illumine la pièce, les livres sont soigneusement empilés sur l'étagère, et l'arôme du café fraîchement préparé flotte encore dans l'air. Il apprécie ces moments où le monde extérieur semble lointain et insignifiant, et tout ce qui compte est à l'intérieur de ces quatre murs. La paix de la nuit l'enveloppe, et il se perd dans ses pensées, laissant le calme pénétrer profondément en lui. À côté de lui, son fidèle chien dort paisiblement, sa respiration régulière et ses yeux fermés. Le jeune homme jette un dernier coup d'œil à l'horloge, remarquant qu'il est tard, presque l'heure de se préparer à se coucher. Mais alors qu'il s'apprête à mettre fin à la nuit, quelque chose d'inhabituel se produit. Le chien, qui était profondément endormi, commence à s'agiter, oscillant entre le sommeil et l'éveil, comme si quelque chose avait troublé sa tranquillité. Il observe son compagnon avec une curiosité désinvolte, sans accorder beaucoup d'importance au changement de comportement. Après tout, ce n'est qu'une nuit comme les autres, ou peut-être pas. Le doux son de la pluie emplit la pièce, mais la tranquillité dans l'appartement commence à se désagréger. Le jeune homme remarque que son chien, habituellement calme, se lève soudainement avec une expression alerte. L'animal marche lentement vers la porte arrière et s'arrête, comme s'il attendait quelque chose. Intrigué, le jeune homme le suit, réalisant que l'agitation de son chien n'est pas due à la pluie. Le chien fixe intensément la porte, concentré sur quelque chose à l'extérieur que le jeune homme ne peut pas voir. Un frisson parcourt le dos du jeune homme alors que le silence, autrefois réconfortant, devient oppressant. Il décide d'ouvrir la porte, mais le chien reste sur le seuil, reniflant l'air avec précaution. Hésitant, le chien finit par sortir dans la cour, comme s'il s'attendait à trouver quelque chose. Le jeune homme ressent un malaise croissant et une ombre de peur commence à se former, sentant que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. La pluie continue de tomber, formant de petites flaques dans la cour, tandis que le jeune homme observe son chien, maintenant plus agité, reniflant l'air nerveusement. Il y a une évidence d'inquiétude dans chaque mouvement de l'animal, ce qui réveille une peur croissante dans la poitrine du jeune homme. Soudain, le chien s'arrête, son corps se raidit, et il fixe son regard dans une direction précise. Intrigué et inquiet, le jeune homme suit le regard de son chien, essayant d'identifier ce qui pourrait effrayer autant son compagnon. Dans l'obscurité de la cour, à la lisière entre la faible lumière émanant de la maison et l'ombre à l'extérieur, il remarque une silhouette immobile. Au début, le jeune homme a du mal à croire ce qu'il voit, son esprit essayant de nier la réalité qui se présente à lui. Cependant, là, de l'autre côté de la fenêtre, se trouve un homme, immobile, observant. Les yeux de l'étranger semblent fixés sur le jeune homme, ou peut-être sur son chien, mais la présence sinistre de l'homme est indéniable. La peur qui s'empare du jeune homme est immédiate et profonde, comme un coup de poing dans l'estomac. L'étranger ne bouge pas, restant là comme une ombre menaçante, provoquant une accélération du rythme cardiaque du jeune homme, dont les battements résonnent dans ses oreilles, étouffant même le bruit de la pluie. Pris de panique, le jeune homme recule lentement, essayant de traiter la situation tandis que son esprit cherche désespérément une solution. Le besoin de se protéger et de protéger sa maison s'impose. Les mains tremblantes,
il ferme rapidement la porte de la cour, verrouille toutes les fenêtres et se précipite pour baisser les stores, chaque mouvement étant fait avec urgence et peur. La vision de l'homme à la fenêtre se rejoue dans son esprit comme un cauchemar. Il ne sait pas qui est cet étranger ni ce qu'il veut, mais une chose est certaine. Le confort et la sécurité qu'il ressentait autrefois chez lui se sont évanouis en un instant, ne laissant que la peur et l'incertitude quant à ce qui pourrait se passer ensuite. Le jeune homme se déplace dans la maison dans une frénésie silencieuse, verrouillant portes et fenêtres, tandis que le son de la pluie à l'extérieur devient de plus en plus fort et assourdissant, augmentant son anxiété. Il essaie d'écouter au-delà du bruit de la pluie, mais tout ce qu'il peut entendre, c'est les battements de son cœur et la respiration lourde de son chien, qui est maintenant plus calme mais toujours alerte à ses côtés. Assis au bord du canapé, il fixe son regard sur la porte d'entrée, attendant et écoutant le moindre bruit qui pourrait indiquer la présence de l'étranger à l'extérieur. L'appartement, autrefois son refuge, ressemble maintenant à une prison, chaque ombre et craquement du bois suggérant une menace cachée. Bien que le chien soit couché à côté de lui, ses yeux continuent de scruter la pièce, alerte à quelque chose que le jeune homme ne peut pas détecter. Essayant de se calmer, il pense que peut-être l'homme est parti, mais le doute persiste. Le sentiment d'impuissance l'étouffe, car l'incertitude d'une possible intrusion le ronge. Chaque bruit et mouvement d'ombre le fait sursauter, et il reste vigilant, sachant qu'il doit être prêt à tout. Mais la vérité est qu'il est seul, piégé dans l'obscurité de sa propre maison, attendant dans la peur ce qui pourrait arriver ensuite. Au milieu de la nuit, le jeune homme se réveille brusquement, saisi par une peur immédiate et inexplicable. Son chien, alerte, fixe intensément la porte de la chambre, tandis qu'un silence presque absolu règne dans la maison, interrompu seulement par la pluie à l'extérieur. Puis il l'entend, des voix basses et murmurées provenant du rez-de-chaussée. Sa maison a été envahie. La panique s'empare de lui, et il se lève silencieusement, essayant de penser rapidement. Le son des voix devient plus clair et plus proche à mesure que les intrus fouillent sa maison. Se sentant violé et terrifié, le jeune homme décide de se cacher, mais il sait qu'il doit protéger son chien. Il attrape le chien et se déplace lentement vers le placard, évitant tout bruit. La pression monte à chaque pas, et enfin, il se cache à l'intérieur du placard, fermant doucement la porte. Avec le chien accroupi à ses côtés, le jeune homme s'agrippe fermement, essayant de projeter un calme qu'il ne ressent pas, tandis que les pas des intrus se rapprochent de plus en plus. Piégé dans l'obscurité étouffante du placard, il retient son souffle, attendant et écoutant, craignant que le prochain son ne soit des pas approchant là où il se cache. Le temps semble s'éterniser alors que le jeune homme reste caché dans le placard, écoutant les intrus se déplacer dans la maison, chaque bruit amplifiant sa terreur. Son chien à ses côtés reste complètement silencieux, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Soudain, il entend des sirènes au loin. Un sentiment momentané de soulagement l'envahit, mais l'inquiétude persiste, car les intrus sont toujours là. Bientôt, des pas précipités indiquent qu'ils ont remarqué l'arrivée des policiers et commencent à fuir. Le jeune homme, toujours accroché à son chien, écoute les pas s'éloigner jusqu'à ce que le silence revienne. Prudemment, il sort du placard, son cœur battant encore à toute vitesse, et marche dans le couloir sombre jusqu'au salon. Là, il remarque que les stores sont légèrement ouverts et que la porte d'entrée, autrefois verrouillée, est maintenant grande ouverte. Les lumières clignotantes des voitures de police se reflètent sur les murs, apportant un mélange de soulagement et d'épuisement. Les policiers entrent, vérifiant la maison pour s'assurer que les intrus sont partis. Le jeune homme, encore ébranlé, observe les agents au travail. Bien qu'il soit en sécurité pour l'instant, le sentiment de vulnérabilité persiste. Assis sur le canapé, il essaie de comprendre ce qui s'est passé, tandis que son chien repose sa tête sur ses genoux, offrant du réconfort. Malgré la sécurité temporaire, il sait que la paix a été brisée et que la peur persistante ne disparaîtra pas facilement. Au fil des heures, l'adrénaline du jeune homme commence à diminuer, le laissant épuisé. Il regarde les policiers terminer leurs notes, tandis que la pluie continue à tomber dehors. L'appartement, autrefois douillet, est maintenant en désordre et marqué par l'invasion, renforçant le sentiment de violation. Il donne sa déposition d'une voix qu'il reconnaît à peine, les mots sortant automatiquement tandis que son esprit vagabonde à travers des pensées sombres, imaginant ce qui aurait pu se passer s'il ne s'était pas réveillé. Lorsque les policiers partent, promettant de continuer à rechercher les intrus, le jeune homme se sent vide et seul. L'appartement, qui avait toujours été son refuge, semble maintenant différent, plein de menaces invisibles. Assis sur le canapé, son chien à ses côtés, il essaie de se reconnecter à l'endroit qu'il appelait autrefois maison, mais le sentiment de sécurité a été remplacé par une vigilance constante et une conscience douloureuse de sa vulnérabilité.
Il réfléchit à la manière dont tout a changé en seulement quelques heures, reconnaissant la réponse rapide de la police, mais la peur persistante reste avec lui. Quelque chose en lui a changé pour toujours, et il n'est pas sûr que la tranquillité reviendra un jour. Au fil de la nuit, il décide qu'il ne pourra pas dormir. Au lieu de cela, il reste éveillé, caressant son chien pour se réconforter. La pluie diminue, mais à l'intérieur de sa poitrine, la tempête des émotions fait toujours rage, lui laissant une nouvelle compréhension de la fragilité de la sécurité. Ce vendredi soir-là, la pluie martelait sans relâche contre les fenêtres, créant une symphonie dérangeante de gouttes d'eau qui résonnaient dans les couloirs vides de la petite maison. C'était une demeure modeste, un endroit simple et solitaire dans une partie moins favorisée de la ville. L'air à l'intérieur était lourd, chargé de l'odeur de l'humidité et du bois ancien, comme si le temps lui-même avait oublié cet endroit. Le plan était de passer la nuit plongé dans des jeux en ligne, accompagné uniquement par la lueur de l'écran et les voix lointaines de quelques amis. Le bruit du tonnerre lointain se mêlait au bruit constant de la pluie, créant une atmosphère parfaite pour s'isoler du monde extérieur. La solitude, habituellement un refuge, semblait envelopper chaque recoin de la maison cette nuit-là, rendant l'endroit un peu plus sombre, un peu plus silencieux que d'habitude. Alors que la pluie battait le toit, le sentiment de sécurité et de confort à l'intérieur de ces murs commençait à être remplacé par quelque chose de plus sinistre. C'était comme si, cette nuit particulière, la maison elle-même se transformait en quelque chose de plus, quelque chose qui était resté caché, dormant, attendant le bon moment pour se révéler. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que la pluie continuait de battre le toit, j'étais profondément absorbé par le jeu, les yeux fixés sur l'écran, les mains se déplaçant rapidement sur les commandes. Les voix de mes amis, lointaines mais familières, résonnaient dans mes écouteurs, apportant un semblant de normalité au milieu de la tempête à l'extérieur. Tout semblait se dérouler comme d'habitude, jusqu'à ce qu'un bruit inattendu brise la routine. C'était un bruit fort et net provenant d'en haut, comme si quelque chose de lourd avait frappé le plafond. Le son résonnait dans toute la maison, vibrant à travers les murs et le sol, et pendant un bref instant, mon cœur a cessé de battre. Instinctivement, j'ai mis le jeu en pause, retirant les écouteurs pour écouter plus attentivement, essayant de comprendre ce qui avait pu le causer. La première pensée qui m'est venue à l'esprit était que la pluie, maintenant plus forte qu'auparavant, avait peut-être causé une fuite ou des dommages au toit. Le cœur battant encore, j'ai hésité, mais je me suis finalement levé pour enquêter. Je montais les escaliers lentement, chaque pas résonnant dans le silence de la maison, les yeux fixés sur le plafond, m'attendant à voir un signe d'eau ou de dommage. Mais lorsque j'ai atteint l'étage supérieur, je n'ai rien trouvé. Tout était à sa place, intact, comme il se devait. Le son, si clair et dérangeant quelques instants plus tôt, semblait maintenant n'avoir été que le fruit de mon imagination. Pourtant, le malaise qui avait commencé à grandir en moi ne s'est pas dissipé. Je suis retourné à mon jeu, essayant de me convaincre que ce n'était qu'une tempête, peut-être une branche tombant ou un autre bruit banal amplifié par mon esprit. Mais peu importe combien j'essayais de me concentrer, quelque chose en moi avait changé, comme si ce bruit au plafond avait d'une manière ou d'une autre brisé la tranquillité que je ressentais jusqu'alors. Et même si j'essayais de l'ignorer, je savais au fond de moi que cette nuit ne serait plus jamais comme les autres. Après un moment, les rires et les conversations avec mes amis prirent fin et je me déconnectai, éteignant le jeu. La maison, maintenant complètement silencieuse, semblait encore plus oppressante, comme si les murs se refermaient sur moi. Le seul son qui restait était le martèlement constant de la pluie à l'extérieur. Mais ensuite, brisant ce silence, un autre bruit dérangea la quiétude, un coup sourd, plus doux cette fois, mais toujours indubitable. Le bruit venait de nouveau d'en haut et cette fois-ci, c'était encore plus inquiétant. Le malaise qui grandissait en moi plutôt s'intensifia. Quelque chose n'allait pas, et je savais que je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Incertain de ce que je pourrais trouver, je décidai d'enquêter une fois de plus. Chaque pas que je faisais semblait plus lourd, comme si l'air autour de moi s'épaississait, devenant plus dense à chaque seconde qui passait. Je revisitai l'étage supérieur, fouillant soigneusement chaque recoin, cherchant un signe de ce qui pourrait provoquer ces sons. Mais tout comme avant, je ne trouvais rien d'anormal. La tension en moi continua de croître, le sentiment que quelque chose allait terriblement mal devenant impossible à ignorer. Je pris alors une décision à laquelle je n'avais jamais pensé auparavant. Je sortis sous la pluie pour inspecter la maison de l'extérieur, espérant trouver un indice, quelque chose qui pourrait expliquer ces bruits. Dehors, la pluie froide pénétrait mes vêtements alors que je faisais le tour de la maison, essayant de voir à travers l'obscurité et la brume formée par l'eau. Et c'est là que je le vis, une fenêtre haute,
presque caché derrière les branches du grand arbre à côté de la maison. C'était une fenêtre que je n'avais jamais remarquée auparavant, une ouverture qui semblait mener à un espace au-dessus du plafond, un espace dont je ne connaissais pas l'existence. Le choc initial céda la place à une curiosité grandissante et angoissée. Cette fenêtre suggérait l'existence d'un grenier, un espace que je n'avais jamais exploré ou même connu dans la maison. Le mystère s'épaissit et avec lui, la peur de l'inconnu. Je savais que je devais retourner à l'intérieur et découvrir ce qui se passait réellement. Quelque chose était caché là-haut, quelque chose qui avait commencé à se révéler petit à petit cette nuit-là. Le cœur battant dans ma poitrine et la pluie continuant de couler sur mon visage, je rentrais dans la maison, déterminé à découvrir ce qui se passait dans cet espace caché. L'idée d'un grenier, un endroit inconnu et qui se trouvait juste au-dessus de moi, me remplissait d'un profond malaise, comme si quelque chose m'avait observé, attendant dans l'ombre, guettant son heure. Je commençais à chercher l'entrée de cet espace caché, scrutant minutieusement chaque recoin, chaque détail que j'aurais pu négliger. La maison, que je pensais bien connaître, semblait maintenant pleine de secrets, chaque ombre pouvant potentiellement dissimuler quelque chose de sinistre. Puis, dans le placard de la chambre, mes yeux tombèrent sur quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, une trappe dans le plafond, dissimulée par la poussière et les ombres, presque invisible. Mon cœur s'emballa. C'était comme si la maison me défiait, me mettant au défi de découvrir ce qui se cachait au-dessus. Avec un mélange de peur et de détermination, je pris une chaise et atteignis la trappe. Lorsque je l'ouvris, une odeur nauséabonde et humide envahit immédiatement la pièce, une puanteur qui me retourna l'estomac. Au-dessus, l'espace était exigu et sombre, comme si l'air lui-même était saturé de quelque chose de malveillant. Je montai l'échelle, sentant les planches de bois craquer sous mon poids. L'obscurité était presque totale, seule une faible lumière provenant de la fenêtre haute projetant des ombres faibles et inquiétantes à travers l'espace. Le grenier était petit, claustrophobe, épais de toiles d'araignée et de poussière accumulée pendant des années. À chaque pas que je faisais dans cet espace confiné, le sentiment que quelque chose allait terriblement mal grandissait, comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur moi, vivant d'une présence silencieuse et attendue. Et puis, au fond du grenier, je vis quelque chose qui fit glacer mon sang. Là, dans l'obscurité, quelque chose bougeait. Pendant un bref instant, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours, mais non. C'était réel. Une silhouette était accroupie à quatre pattes, immobile, mais clairement en train de me regarder. L'obscurité ne pouvait pas entièrement dissimuler sa présence, et la faible lumière révélait quelque chose qui n'aurait pas dû être là, quelque chose d'inhumain. La peur m'a saisi, chaque instinct me hurlant de fuir. Mais pendant un moment, j'étais paralysé, figé sur place, fixant cette chose qui n'aurait pas dû exister. Quand j'ai finalement réussi à me forcer à descendre l'échelle, j'ai failli tomber dans ma hâte de m'échapper. La maison, autrefois mon refuge, était devenue un piège, et je devais sortir avant qu'il ne soit trop tard. Terrifié, j'ai failli trébucher en dévalant l'échelle, mon cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. La panique m'avait complètement envahi, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de m'éloigner le plus possible de cette maison. Ce que j'avais vu là-haut, accroupi dans l'obscurité, ressemblait à un cauchemar, quelque chose qui ne devrait pas exister pourtant c'était réel, et ça me regardait. Quand mes pieds ont enfin touché le sol, mes mains tremblaient si violemment que j'avais presque du mal à refermer la trappe au-dessus de moi, mais un instinct primitif m'a poussé à la claquer, comme si cela pouvait contenir l'horreur qui se cachait dans le grenier. Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas suffisant. Quoi que ce soit là-haut, c'était réel, et ça attendait, en me regardant. Je me suis précipité hors de la maison, la pluie froide m'a immédiatement trempé jusqu'aux os, mais le froid extérieur n'était rien comparé à la terreur glaciale qui étreignait mon cœur. L'image de cette figure, déformée et inhumaine, était gravée dans mon esprit, et je pouvais sentir son regard même maintenant, ici, à l'extérieur. Mes mains ont cherché mon téléphone, et avec des doigts tremblants, j'ai composé le numéro de la police, à peine capable de former les mots en essayant d'expliquer ce que j'avais vu. L'attente de la police a semblé durer une éternité. Chaque minute s'étirait, comme si le temps lui-même conspirait pour prolonger ma terreur. Quand ils sont enfin arrivés, la pluie tombait toujours, et je restais là, trempé et tremblant, incapable de faire plus que de pointer la maison du doigt, ma voix me faisant défaut. Les officiers, sceptiques mais préoccupés par ma détresse évidente, sont entrés dans la maison, torchés et armes à la main. Je suis resté dehors, marchant de long en large sous la pluie, tendant l'oreille pour capter le moindre bruit, le moindre indice de ce qui se passait à l'intérieur. Mais la tempête noyait tout, et tout ce que je pouvais faire, c'était attendre, mon esprit tourbillonnant de peur et d'anticipation.
Quand les officiers sont sortis, l'horreur gravée sur leur visage a confirmé ce que je redoutais le plus. Ce que j'avais vu n'était pas une hallucination. Ils avaient trouvé quelqu'un, une silhouette squelettique, sale, accroupie exactement comme je l'avais vu, les regardant avec la même intensité troublante. Mais ce n'était pas un monstre, c'était un homme. Un homme qui avait envahi ma maison, grimpé dans l'arbre à côté de la maison, et s'était caché dans le grenier, vivant dans l'ombre, me surveillant. Le soulagement que j'ai ressenti en sachant que ce n'était qu'un homme a rapidement été remplacé par une peur plus profonde, plus viscérale. Il était là depuis des jours, peut-être des semaines, vivant au-dessus de moi, se déplaçant silencieusement dans la maison sans que je le sache. La réalisation qu'il aurait pu descendre à tout moment, qu'il m'avait observé pendant que je dormais, pendant que je vivais ma vie sans le savoir, était totalement terrifiante. La réalité d'un homme caché dans mon grenier, invisible et non invité, était d'une certaine manière plus effrayante que n'importe quelle créature de l'imagination. Voir la police sortir cet homme de ma maison a été à la fois un soulagement et une nouvelle source de terreur. Il était réel, pas une simple invention de mon imagination ou un monstre ombragé sorti d'un cauchemar. La silhouette que j'avais vue accroupie dans le grenier sombre, me regardant avec des yeux creux et un sourire tordu, était maintenant menottée, mais la peur qu'il m'inspirait ne disparaissait pas avec sa capture. Les officiers, leurs visages graves et leurs voix empreintes de préoccupation, m'ont expliqué qu'il s'agissait d'un sans-abri qui avait trouvé refuge chez moi. Il avait grimpé dans l'arbre à l'extérieur, était entré par cette fenêtre cachée, et s'était introduit dans le grenier, un endroit dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Il vivait là-haut, au-dessus de moi, dans l'obscurité, observant chacun de mes mouvements, attendant, quoi ? Je ne voulais même pas y penser. Apprendre qu'il était là depuis au moins une semaine a été un choc que j'avais du mal à comprendre. Chaque nuit que j'avais passée paisiblement, croyant être seul et en sécurité, il était là, accroupi dans l'ombre, sans que je le remarque. Le sentiment de violation était accablant, un malaise profond et troublant que je n'arrivais pas à dissiper. La maison que j'avais appelée chez moi, mon refuge contre le monde, semblait maintenant corrompue, un lieu qui ne pourrait jamais m'offrir de sécurité à nouveau. Les officiers m'ont assuré qu'ils n'avaient probablement pas l'intention de me faire du mal, qu'ils cherchaient simplement un abri. Mais cela n'a guère apaisé la terreur que je ressentais. L'idée qu'il aurait pu descendre à tout moment, qu'il m'avait observé pendant que je dormais, pendant que je vivais ma vie quotidienne sans être conscient de sa présence, était insupportable. La réalité de tout cela, de vivre si près du danger sans jamais le savoir, m'a laissé dans un état de choc, incapable de pleinement saisir ce qui s'était passé. Quand la police est finalement partie, l'emmenant avec elle, je suis resté seul sous la pluie, regardant la maison qui me semblait maintenant étrangère, hostile. Je savais que je ne pouvais pas rester. L'idée de rentrer dans cette maison, de dormir sous ce toit, en sachant ce qui s'était passé, était inconcevable. En moi, une décision commençait à prendre forme. Il fallait que je parte, que je laisse cette maison et tout ce qu'elle représentait maintenant derrière moi. Il n'y avait aucun moyen pour moi de continuer à vivre là-bas, pas après avoir su que, pendant si longtemps, je n'avais jamais été vraiment seul. L'image de cet homme dans le grenier, ses yeux fixés sur moi dans l'obscurité, me hanterait à jamais, un souvenir qui me suivrait partout où j'irais. Mais au moins, loin de cette maison, je pourrais commencer à reconstruire mon sentiment de sécurité, à croire à nouveau que ma maison pourrait être un sanctuaire, et non un piège prêt à se refermer. Après cette nuit, quitter la maison est devenu inévitable. Les murs qui autrefois offraient du confort semblaient maintenant se refermer sur moi, chaque pièce rappelant l'horreur que j'avais affrontée. Ce qui était autrefois un refuge s'était transformé en un symbole de terreur silencieuse, tapi dans le quotidien, caché dans le familier. Je suis parti rapidement, laissant derrière moi non seulement les meubles et les biens, mais aussi les sombres souvenirs qui remplissaient désormais cet espace. Chaque nuit passée là-bas, chaque moment de supposée tranquillité, était maintenant entaché par la connaissance que quelque chose m'avait observé, à mon insu, depuis le grenier. L'acte simple de m'allonger pour dormir, de fermer les yeux, était devenu impossible, hanté par l'image de cet homme dans le grenier, son regard fixé sur moi depuis les ombres. Mais même après le déménagement, le sentiment d'être observé ne m'a jamais complètement quitté. Dans les nouveaux murs qui m'entouraient, les ombres semblaient un peu plus sombres, les bruits de la nuit un peu plus menaçants. Je me retrouvais à vérifier les fenêtres et les portes plusieurs fois avant d'essayer de dormir, écoutant attentivement le moindre son inhabituel. L'idée que quelque chose ou quelqu'un puisse être caché, en train de m'observer, devenait une paranoïa constante, rongeante. J'essayais de me convaincre que j'étais en sécurité, que tout était fini, mais la vérité était que cette expérience m'avait changé. Mon sentiment de sécurité, de vie privée, avait été irrévocablement brisé.
L'image de cet homme, accroupi dans le grenier sombre, hantait encore mes rêves, un rappel constant que la véritable terreur ne vient pas toujours de créatures fantastiques ou du surnaturel. Parfois, l'horreur réelle réside dans l'ordinaire, chez les personnes qui existent à la périphérie de notre conscience, dans les présences que nous ne soupçonnons jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et ainsi, la vie a continué, mais jamais avec la même tranquillité qu'auparavant. Le souvenir de cette nuit est devenu une cicatrice, une marque permanente qui m'a appris à regarder 2 fois ce qui semble familier, à ne jamais sous-estimer les secrets qui peuvent se cacher dans les endroits les plus inattendus. Même maintenant, dans une nouvelle maison, avec un environnement différent, la peur persiste, un fantôme silencieux qui m'accompagne, me rappelant toujours que la véritable obscurité peut être plus proche que nous ne l'imaginons. L'horloge sonna à 3 heures du matin alors qu'il déverrouillait la porte de la petite épicerie, sentant l'air froid de l'hiver lui couper le visage. La pluie fine semblait envelopper le monde dans une couverture de silence, laissant les rues désertes et les vitrines tamisées comme seuls témoins d'une nuit qui promettait d'être aussi tranquille que les précédentes. La routine était désormais familière, les étagères soigneusement rangées, le café qui infusait au fond du magasin, et l'attente d'un autre service sans incident. Dans cet espace entre le doux bruit de la pluie et le faible bourdonnement des lumières fluorescentes, il y avait une certaine paix, une calme qu'il osait presque appeler sécurité. Mais cette nuit était différente. Peut-être que c'était le froid plus vif ou peut-être le silence qui, au lieu d'apaiser, commençait à devenir inquiétant. Il ne pouvait pas vraiment l'expliquer, mais quelque chose flottait dans l'air. Dehors, le parking était vide, à l'exception d'une voiture qu'il remarqua pour la première fois en scrutant la fenêtre. Il n'était pas courant de voir des véhicules garés à cette heure-là, surtout sans personne en vue. Il chassa momentanément cette pensée, se concentrant sur ses tâches habituelles, mais la présence de cette voiture continua de le hanter, comme une petite graine d'inquiétude persistante. Et ainsi, le service commença, mais la paix qui l'attendait cette nuit-là allait être mise à l'épreuve. Les premières heures du matin s'écoulèrent lentement et le silence dehors n'était rompu que par le doux bruit de la pluie frappant l'asphalte. À l'intérieur du magasin, il s'occupait de petites tâches, presque en mode automatique, tout en savourant la tranquillité de l'heure. Les rues vides, avec les lampadaires se reflétant dans les flaques d'eau, donnaient une impression d'isolement, mais aussi un calme étrange. Quand il regarda de nouveau par la fenêtre, il vit la voiture garée dans le coin le plus sombre du parking. Les lumières étaient éteintes et aucun mouvement n'était visible à l'intérieur ou autour du véhicule. Cela éveilla en lui un malaise et une petite inquiétude qui commençait à prendre racine. Il ne comprenait pas pourquoi cette voiture était là, garée sans que personne n'en sorte ou y entre. À chaque minute qui passait, la pensée revenait, insistante, alors qu'il essayait de la repousser en se concentrant sur le travail. Mais l'image de la voiture restait une ombre à la périphérie de sa vision, une présence qu'il ne pouvait ignorer et qui commençait à troubler le calme de cette matinée. Quelque chose n'allait pas, et bien qu'il essaya encore de se convaincre du contraire, l'inconfort en lui commençait à grandir. Le malaise qui avait commencé comme une légère gêne était maintenant impossible à ignorer. Chaque fois qu'il regardait par la fenêtre, la voiture était toujours là, immobile, comme une ombre dense dans l'obscurité du parking. Le fait que personne n'était entré ou sorti de ce véhicule le perturbait profondément, rendant ses pensées de plus en plus sombres. Il s'approcha de la fenêtre, essayant de mieux voir à travers la pluie qui tombait toujours sans relâche, mais les gouttes ruisselant sur le verre et l'obscurité à l'extérieur rendaient la visibilité difficile. La voiture restait au même endroit, maintenant avec ses lumières complètement éteintes. Elle semblait abandonnée, mais son instinct lui disait le contraire. Quelque chose n'allait pas, et cette certitude commençait à pulser en lui, accélérant les battements de son cœur. Le magasin, habituellement un refuge de sécurité et de routine, ressemblait maintenant à un lieu de vulnérabilité. Le silence, autrefois si réconfortant, pesait maintenant lourd, chargé d'une tension qu'il ne pouvait dissiper. Il essayait de s'occuper à n'importe quoi, mais ses yeux ne cessaient de revenir à la fenêtre, à cette voiture, à ce mystère qui se formait dans le parking. La pluie intensifiait l'atmosphère, rendant l'environnement encore plus suffocant. Chaque goutte semblait marquer le temps qui passait, et avec lui, la tension augmentait. Ce qui avait commencé comme une nuit tranquille au travail se transformait en quelque chose de bien plus inquiétant. Quelque chose allait se produire, et il le sentait dans chaque fibre de son être. Le poids de la tension devenait insupportable. Il avait besoin de faire quelque chose pour dissiper ce sentiment étouffant. Il décida de sortir pour jeter les ordures, espérant peut-être que l'air froid lui clarifierait l'esprit. Il ouvrit la porte de service, sentant la fine pluie mouiller son visage, et marcha rapidement vers la benne à ordures,
essayant d'ignorer la voiture mystérieuse toujours garée dans le coin sombre du parking. C'est alors qu'il l'entendit. Un bruit étrange, étouffé par la pluie mais suffisamment distinct pour glacer son sang. C'était le son de quelque chose qui se brisait, un craquement net qui résonnait dans le silence de la matinée. Il s'arrêta immédiatement, ses sens en alerte maximale. Son cœur battait à toute vitesse alors que ses yeux scrutaient les alentours, essayant de repérer la source du bruit. À pas hésitants, il s'approcha du magasin voisin. Là, il le vit, la poignée de la porte était brisée, pendante de manière précaire, comme si elle avait été forcée. La panique commença à monter dans sa gorge. Il n'y avait plus de doute, quelque chose n'allait vraiment pas. Le soupçon qu'il avait essayé de chasser tout au long de la nuit se confirmait maintenant avec une clarté terrifiante. Il se précipita à l'intérieur de son propre magasin, l'adrénaline bouillonnant en lui. L'environnement, autrefois familier, ressemblait maintenant à un labyrinthe de menaces invisibles. Il verrouilla la porte derrière lui, ses mains tremblantes alors qu'il essayait de réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite. La pluie continuait de battre contre les fenêtres, chaque goutte semblant marquer le rythme rapide de son cœur. Ce bruit, cette poignée de porte brisée, tout indiquait que la nuit était loin d'être paisible. La panique envahissait ses pensées, mais il savait qu'il devait agir rapidement. Avec des mains tremblantes, il verrouilla toutes les portes du magasin, tournant les clés avec une urgence qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque verrouillage semblait résonner dans l'espace vide, amplifiant le sentiment d'enfermement et de danger imminent. Ses yeux allaient d'un côté à l'autre, essayant de détecter tout signe de mouvement à l'extérieur. Il attrapa le téléphone, d'une voix tremblante, appela la police, expliquant ce qu'il avait vu et le bruit qu'il avait entendu. Chaque seconde d'attente pendant que l'appel se connectait lui sembla une éternité. De l'autre côté du mur mince, où se trouvait le magasin voisin, le silence régnait, mais c'était un silence dense, lourd d'une menace invisible. Il colla son oreille au mur, essayant de capter un son, mais tout ce qu'il entendit fut les battements erratiques de son propre cœur. Soudain, un bruit sourd. Quelque chose ou quelqu'un se déplaçait à l'intérieur. La tension atteignit son paroxysme. Il savait que les cambrioleurs étaient là, et l'idée qu'ils puissent se retourner contre lui à tout moment le paralysait de peur. Mais il y avait une faible lueur d'espoir, au loin, il commença à entendre le son des sirènes. Le son qui signifiait habituellement le chaos était maintenant un signe de secours imminent. Le son des sirènes se rapprochait, mais en même temps, il entendait des pas rapides et désespérés de l'autre côté du mur. Les cambrioleurs fuyaient, essayant de s'échapper avant l'arrivée de la police. Chaque mouvement qu'ils faisaient semblait résonner sur le sol, se mêlant au rugissement croissant des sirènes. Il savait que la police était proche, mais chaque moment d'incertitude étirait le temps, accentuant l'anxiété et la peur. Le soulagement était palpable, mais mêlé à une profonde angoisse. Ils étaient si proches, et il ne pouvait qu'espérer que les portes qu'il avait verrouillées seraient suffisantes pour les tenir à distance jusqu'à l'arrivée de la police. Alors que les sirènes perçaient enfin l'air matinal, annonçant l'arrivée de la police, les lumières bleues et rouges clignotaient contre les vitrines, créant des ombres dansantes à l'intérieur de l'épicerie. Il laissa échapper un soupir tremblant de soulagement, mais n'osa toujours pas bouger, ses yeux fixés sur la porte verrouillée et les vitres, attendant tout signe que les voleurs pourraient tenter quelque chose de désespéré. Dehors, la police se déploya rapidement, entourant la zone avec des armes dégainées et des mouvements calculés. Il savait qu'il était maintenant en sécurité, mais la peur persistait et l'adrénaline continuait de couler dans ses veines. En observant l'activité, il sentit une partie de la tension se relâcher en voyant les officiers commencer à vérifier chaque coin, chaque ombre. Il ouvrit enfin la porte de son magasin et sortit pour rencontrer les agents, l'air froid de la nuit se heurtant à son visage en sueur. En s'approchant des officiers, il essaya d'expliquer ce qu'il avait vu et entendu, sa voix encore chargée de nervosité. Pendant qu'il parlait, les agents prenaient des notes, jetant des regards rapides à la voiture mystérieuse et au magasin voisin, où les portes étaient maintenant grandes ouvertes. Les voleurs, cependant, avaient réussi à s'échapper, disparaissant dans l'obscurité avant que la police ne puisse les attraper. Mais leur fuite n'avait pas été propre. En inspectant les lieux, les agents trouvèrent une arme abandonnée, ainsi que d'autres objets indiquant le véritable danger auquel il avait été confronté. C'était une preuve claire que la situation aurait pu être bien pire. Même avec la police sur place, le sentiment de vulnérabilité ne le quittait pas complètement. La vue de l'arme abandonnée lui fit froid dans le dos, un rappel de la proximité du danger. Maintenant, en regardant la scène, il réalisa à quel point la sécurité qu'il avait toujours prise pour acquise était fragile. La nuit, qui avait commencé comme n'importe quelle autre, se termina avec un poids différent, une ombre de vigilance qu'il savait qu'il porterait longtemps.
Alors que les sirènes perçaient enfin l'air du petit matin, annonçant l'arrivée de la police, les lumières bleues et rouges clignotaient contre les vitrines, créant des ombres dansantes à l'intérieur du magasin de proximité. Il poussa un soupir tremblant de soulagement, mais n'osa toujours pas bouger, les yeux fixés sur la porte verrouillée et les carreaux de fenêtre, guettant le moindre signe que les voleurs pourraient tenter quelque chose de désespéré. Dehors, la police se déployait rapidement, encerclant la zone avec des armes dégainées et des mouvements calculés. Il savait qu'il était en sécurité maintenant, mais la peur persistait et l'adrénaline continuait de courir dans ses veines. En observant l'activité, il sentit une partie de la tension se dissiper en voyant les officiers commencer à vérifier chaque recoin, chaque ombre. Il ouvrit enfin la porte de son magasin et sortit pour rencontrer les officiers, l'air froid de la nuit se heurtant à son visage en sueur. Alors qu'il s'approchait des policiers, il essaya d'expliquer ce qu'il avait vu et entendu, sa voix encore empreinte de nervosité. Pendant qu'il parlait, les officiers prenaient des notes, jetant de rapides coups d'œil à la voiture mystérieuse et au magasin voisin, dont les portes étaient maintenant grandes ouvertes. Cependant, les voleurs avaient réussi à s'échapper, disparaissant dans l'obscurité avant que la police ne puisse les attraper. Mais leur fuite n'avait pas été propre. En enquêtant sur les lieux, les officiers trouvèrent une arme laissée derrière, ainsi que d'autres objets indiquant le véritable danger qu'il avait affronté. C'était une preuve claire que la situation aurait pu être bien pire. Même avec la police sur place, le sentiment de vulnérabilité ne le quittait pas complètement. La vue de l'arme abandonnée lui fit froid dans le dos, lui rappelant à quel point il avait frôlé le danger. Maintenant, en regardant la scène, il réalisait à quel point la sécurité qu'il avait toujours prise pour acquise était fragile. La nuit, qui avait commencé comme n'importe quelle autre, s'était terminée avec un poids différent, une ombre de vigilance qu'il savait qu'il porterait longtemps. Le manoir, avec ses murs anciens et ses fenêtres étroites, était enveloppé dans un profond silence. Hérité d'un parent éloigné, la structure imposante se dressait isolée, entourée d'arbres dont les branches tordues semblaient former une barrière naturelle. Le couple, excité par leur nouvelle vie, commença à explorer la maison imprégnée d'histoire, bien qu'une légère inquiétude flottait dans l'air. Au cours de l'une de ces explorations, ils décidèrent de s'aventurer dans le grenier, un endroit intact depuis des décennies. L'air était lourd et l'espace rempli de boîtes empilées et de meubles recouverts de draps chargés de poussière. Dans un coin sombre, un grand objet recouvert d'un tissu attira leur attention. Lorsqu'ils le découvrirent, ils révélèrent un vieux portrait d'une jeune femme au regard étrangement intense, presque vivant. Ses yeux bleus profonds semblaient suivre chaque mouvement, créant un sentiment à la fois de malaise et de fascination. L'homme aux cheveux noirs fut intrigué, admirant la précision et les détails de la peinture, se sentant attiré par le portrait comme s'il renfermait un secret caché. Sa femme, cependant, ressentit un malaise croissant, comme si quelque chose était profondément mal dans l'image. Malgré ses réticences, ils décidèrent de suspendre le portrait dans la pièce principale, où l'homme l'admirait fréquemment tandis que sa femme évitait de regarder directement dans les yeux de la femme. Avec le temps, le portrait commença à exercer une étrange influence sur la maison et sur le couple. La femme dans la peinture, avec son regard pénétrant et son sourire énigmatique, semblait attendre de remplir un destin ancien, tandis que le manoir, autrefois un refuge paisible, commença à révéler ses sombres secrets, un murmure à la fois. L'atmosphère dans le manoir changea après la découverte du portrait. L'homme aux cheveux noirs, d'abord intrigué, devint obsédé par la figure de la femme dans la peinture. Il passait des heures devant le portrait, admirant chaque détail, comme s'il était attiré par un mystère invisible. Sa femme, en revanche, ressentait un malaise croissant. Les yeux de la femme dans le portrait la troublaient, comme s'il y avait quelque chose de sinistre dans l'image. Au fil des jours, l'obsession de l'homme pour le portrait grandit. Il se distança de plus en plus de sa femme, passant de longues périodes dans la pièce, parlant doucement à la peinture. La femme commença à faire des cauchemars sur la femme du tableau, des rêves où la figure prenait vie et errait dans la maison. Les objets du manoir commencèrent à se déplacer d'eux-mêmes et l'air autour du portrait était toujours plus froid. La tension dans la maison montait. Le mari semblait de plus en plus distant, presque comme s'il était sous un sort. Une nuit, la femme se réveilla au son de pas et trouva son mari en transe, debout devant le portrait, conversant avec la figure dans la peinture. Lorsqu'elle l'appela, il la regarda avec une expression étrange, comme si elle était une étrangère dans sa propre maison. Le portrait, avec ses yeux pénétrants et son sourire énigmatique, était devenu le centre d'une obsession qui menaçait de détruire le couple. La femme dans la peinture semblait gagner en vie chaque jour qui passait,
tandis que la femme se sentait perdre l'homme qu'elle aimait à une présence malveillante qu'elle ne pouvait comprendre mais savait être dangereuse. Le manoir, autrefois un refuge, se transformait en un lieu sombre et menaçant, dominé par la figure mystérieuse du portrait. Le temps dans le manoir était compté et l'atmosphère était devenue un champ de bataille entre la femme et l'entité dans le portrait d'Isabelle. Déterminée à sauver son mari, qui était de plus en plus submergé par l'influence maléfique d'Isabelle, la femme découvrit à travers un journal qu'Isabelle avait jeté une malédiction avant sa mort, piégeant son esprit dans le portrait et condamnant ceux qui le regardaient. Désespérée, la femme trouva un ancien rituel pour tenter de libérer son mari. La nuit décisive, elle réalisa le rituel, entourant le portrait de bougies et d'herbes et récitant l'incantation. Le portrait d'Isabelle sembla prendre vie et le manoir trembla sous l'énergie oppressive, mais la femme persista jusqu'à ce qu'un cri surnaturel d'Isabelle remplisse la pièce et que l'énergie maléfique se retire. Le mari, libéré du sort, était confus mais vivant. Bien que le rituel ait fonctionné temporairement, la femme savait que la menace d'Isabelle existait toujours. Déterminée à quitter le manoir et à laisser le portrait derrière elle, elle sentit que la malédiction d'Isabelle pouvait encore les suivre. En quittant le manoir, la femme jeta un dernier regard sur le portrait, ressentant la fureur silencieuse d'Isabelle, comme si l'entité attendait sa prochaine chance de se venger. Point la transformation de l'homme aux cheveux noirs était évidente. Lui qui avait autrefois été plein de vie semblait maintenant n'être qu'une ombre de lui-même, consumé par une obsession pour le portrait d'une femme. Il passait des heures devant la peinture, murmurant des mots comme si la femme était réelle et s'isolait de plus en plus dans la pièce où le portrait était accroché. La femme, désespérée, regardait son mari s'éloigner de la réalité, fixée sur l'image troublante. Le manoir commença à changer de manière alarmante. Des objets bougeaient, des murmures résonnaient dans les couloirs, et la présence dans le portrait devenait presque tangible. Craignant pour la santé mentale de son mari, la femme enquêta sur l'histoire du portrait et découvrit que la femme dans la peinture était une parente éloignée qui était morte de manière violente et mystérieuse. La peinture était maudite, emprisonnant l'âme troublée de la femme qui maintenant drainait l'énergie et la santé mentale de l'homme aux cheveux noirs. Quand la femme essaya de confronter son mari avec ses découvertes, il réagit avec colère, niant tout et insistant que la femme dans le portrait était réelle et avait besoin de lui. Les phénomènes surnaturels dans la maison s'intensifièrent, et la femme, désespérée, savait qu'elle devait agir rapidement pour sauver son mari, mais craignait qu'il ne soit déjà perdu à jamais, piégé sous l'influence maléfique du portrait. La tension dans le manoir atteignit son apogée, avec le mari temporairement libéré de l'influence du portrait, mais la femme savait qu'il devait agir rapidement pour échapper au pouvoir d'Isabelle. Désespérée, elle décida de détruire le portrait, craignant que la malédiction ne s'intensifie. Armée d'un couteau, elle confronta la peinture mais fut repoussée par une force invisible. Les ombres dans la pièce commencèrent à bouger et Isabelle sembla prendre vie, riant malicieusement alors que la femme luttait contre l'entité. Déterminée, la femme se tourna vers un rituel qu'elle avait trouvé dans le grenier. Elle récita une incantation dans l'espoir de contenir Isabelle. Les ombres hésitèrent, mais la lutte devint plus féroce. Avec un dernier effort, la femme jeta des herbes sur le portrait, complétant l'incantation. Le portrait trembla, l'image d'Isabelle se déforma, et la peinture se fendit en deux, se brisant en morceaux. Bien que l'énergie maléfique se soit dissipée, la femme sentit que l'esprit d'Isabelle était toujours présent. Épuisée, elle quitta la pièce, sachant que bien que le portrait soit détruit, l'histoire d'Isabelle n'était pas terminée, et le manoir ne serait plus jamais son foyer. La destruction du portrait n'apporta qu'un soulagement temporaire, car la femme savait qu'Isabelle était toujours présente dans le manoir. Bien que le mari se remettait lentement, il restait hanté par ce qu'il avait vécu. La femme, toujours vigilante, commença à ressentir la présence d'Isabelle de manière plus intense, réalisant qu'Isabelle n'était pas partie et continuait à chercher la communication. Une nuit, la femme sentit une présence à ses côtés et fut attirée vers la pièce où le portrait se trouvait autrefois. Là, elle entendit des murmures et réalisa qu'Isabelle cherchait la rédemption, non la vengeance. Comprenant qu'Isabelle avait besoin d'aide pour trouver la paix, la femme prit la décision difficile de se sacrifier pour libérer l'esprit. En récitant une incantation différente, non pour bannir Isabelle mais pour la libérer, la femme sentit sa vie s'échapper. À l'aube, le mari trouva le manoir dans le silence, le portrait détruit et sa femme disparue. Réalisant le sacrifice qu'elle avait fait, il quitta le manoir, sachant qu'elle avait libéré Isabelle mais au prix de sa propre vie. Bien qu'il ait survécu, une partie de son âme resta piégée dans le manoir avec le souvenir de ce qu'il avait perdu. Après le sacrifice de la femme, le manoir tomba dans la paix, mais le mari, profondément ébranlé,
sentit que quelque chose d'essentiel avait été perdu. La maison, autrefois hantée, devint silencieuse, mais il savait que le coût de cette tranquillité était terrible. Incapable de supporter les souvenirs, il s'installa dans une petite maison en ville, vivant dans un état de douleur et de culpabilité, hanté par le sacrifice de sa femme. Un jour, il tomba sur un nouveau portrait dans une boutique d'antiquités qui évoqua la même terreur qu'il avait ressentie dans le manoir. Réalisant que la malédiction rôdait encore, l'homme décida de consacrer sa vie à empêcher les autres de tomber dans le même piège. Conscient que la terreur rôdait toujours, il devint le gardien de ce sombre secret, combattant une force qui ne devrait pas exister dans le monde.